Allô. Du coup, je vais parler au micro, hein, on est nombreux. Traitement VIP. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Mathieu de l'association Arébudo. Voilà, Erwan et Annelise, si vous avez besoin d'un coup de main, ben, vous nous appelez. Euh, Coach perso, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'architecture et des possibilités que ça peut permettre en termes de level design. Donc, est-ce que tu peux me skipper le... Ah. Ah, allô? Oui, voilà. Ok. Alors, on vous a fait une toute petite diapo pour vous présenter rapidement l'architecture, puisque nous, on s'occupe de faire de la vulgarisation architecturale par la pratique. Donc, l'objectif, c'est de vous faire, et pas de vous gaver d'informations, c'est que vous appropriez des outils. Donc, comme on le voit sur l'écran, l'architecture, ça regroupe tout un tas de disciplines et tout un tas d'outils pour la conception, parmi lesquels la gestion du son, de l'ombre, de la lumière, la temporalité, la fonction du bâtiment à différentes échelles, à l'échelle de la pièce, son inscription dans la ville, etc. Les matériaux et les textures, sachant que l'agencement des matériaux, comment on fait tenir les choses, comment elles sont liées entre elles, c'est typiquement de l'architecture. Voilà, comment on passe d'une matière à une autre, comment est traité ça, est-ce que c'est un trait, est-ce que ça monte, ça descend, ça recouvre, etc. C'est vraiment de l'architecture. Comment tout ça tient, c'est super important. L'organisation de l'espace, on a aussi le mot préféré des architectes, on voit pas trop, je l'ai mis en sombre, c'est le concept. Alors, le concept, c'est, comme dit Annelise, tout ce que tu peux pas expliquer. Ah, c'est tout ce qu'on peut pas expliquer. Quand on a une idée qui guide un petit peu un projet, il est important et intéressant souvent de mettre une idée derrière. Cette idée, on appelle ça le concept. Donc, tout ce qui se raccroche pas au reste et qui donne un petit peu d'âme à ce qu'on va faire, ce sera le concept. Est-ce que tu peux skipper, s'il te plaît? Aujourd'hui, vu qu'on va dessiner, on va s'intéresser à la représentation qu'on fait de l'architecture et comment ça nous aide à concevoir. Parce que le premier truc qu'on va faire, après avoir conçu l'idée, c'est de la dessiner pour pouvoir la communiquer aux autres et la travailler, la mettre dans la réalité pour pouvoir la modeler. Donc il y a plusieurs façons de dessiner qui ne sont pas forcément commodes en termes de représentation et de conception. On en a deux principales. L'axonométrie qu'on voit en haut, qui est une façon de représenter avec les verticales et les horizontales qui sont toutes parallèles, relativement les unes par rapport aux autres. Et la seconde qui est la perspective. La perspective conique, c'est comme on voit nous. C'est-à-dire que si on regarde ensemble cette salle, si je trace la ligne du plafond, la ligne du sol, de celui-là, et que je les prolonge à l'infini, elles se rejoignent en un point qui est à hauteur de nos yeux. Et voilà, ça c'est la perspective, c'est comme ça qu'on voit, mais comme vous l'imaginez, c'est pas du tout commode à utiliser quand on veut représenter quelque chose qu'on a en tête qui est un petit peu complexe. Déjà parce que tout le monde ne sait pas dessiner en perspective, et parce que ça cache beaucoup de choses et ça déforme. Tout est déformé. Par exemple, le mur, il mesure 2 cm sur le dessin à droite, le mur du fond, il va faire 1,5 cm. Du coup, si on donne ça à quelqu'un pour construire, ben, ça parle pas du tout. Est-ce que tu peux skipper? On va plutôt utiliser des modes de représentation simples mais complètement absolus en projection orthogonale, qui est la coupe qu'on voit tout à droite, où on a pris le bâtiment, on le coupe en deux, on regarde ce qu'il y a, et on le fait en projetant chaque élément de façon orthogonale. C'est-à-dire que du coup, on ne va pas voir le côté des murs, on n'aura pas la vision de la perspective, et du coup, c'est une représentation qui est partielle. Ouais, au top. Le plan, c'est la même chose, mais à l'horizontale. On a coupé, on a enlevé le dessus, on regarde vue du dessus. Et l'élévation, c'est de l'extérieur. Encore une fois, c'est une vision qui est réaliste au sens où avec cette élévation, je peux réellement construire cette maison, mais qui n'est pas réaliste au sens de la vision. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah, vu que vous êtes des hardcore gamers, je vous ai présenté un jeu vachement compliqué. Mais c'est notre enfance, c'est le Cluedo. Le Cluedo, c'était quoi? C'était un jeu d'enquête dans une maison en plan. Donc le premier, le vieux, était comme ça. On avait un vrai plan de manoir, pas spécialement réaliste, avec les pièces, les murs coupés, et ça a ensuite dérivé en ça. On le voit pas très très bien, mais c'est devenu un plan perspectif, c'est-à-dire qu'on voit la nature des murs. C'est complètement pas réaliste comme mode de représentation, puisque si j'avais une maquette du manoir en face de moi et que je la regardais vue du dessus, ça donnerait pas ça du tout.
Mais visuellement, c'est super important. Ils ont essayé de travailler un petit peu le truc pour rendre ça plus commode. Un autre jeu en plan super connu, c'est Zombicide ou Zombicide, comme vous préférez. Zombicide, c'est vraiment en plan. On voit pas la nature des murs, ils sont coupés. En plus de ça, c'est un jeu où à chaque début de partie, on fabrique un plan, puisqu'on va agencer différentes tuiles. Un autre jeu où on fabrique du plan, c'est Saboteur. On a un tunnel vu en plan, du dessus. Donc tout le monde comprend, quand on voit ça, tout le monde comprend que c'est un tunnel creusé dans la roche, qu'on va agencer et qu'on peut se déplacer dans les vides et qu'on ne se heurte au plein. Donc c'est assez commun dans les jeux vidéo aussi, mais dans les jeux de société, d'utiliser ces modes de représentation parce que tout le monde comprend facilement, et c'est super efficace et très simple à mettre en place. Un autre jeu en plan, Jamaïca, magnifique, c'est un plan masse, c'est-à-dire que dans les pièces d'architecture, quand on présente un projet dans son environnement, on met souvent une vue éloignée, vue du ciel, pas forcément réaliste, parce que du coup c'est encore une fois une vraie projection, et Jamaïca fait partie de cette famille-là. On voit une projection vue du ciel. Un autre jeu en plan où on fabrique un petit plan en début de partie, c'est Rumble in the House et Rumble in the Donjon. Là, c'est pareil, c'est pas du tout réaliste et c'est un faux ami, c'est pas des vrais plans, c'est encore une fois des plans perspective. Et à chaque début de partie, on agence les tuiles. Il y en a des tonnes de jeux en plan. Il y a aussi des jeux en coupe. On a Clank. Clank, on a la coupe d'un souterrain et d'un donjon au-dessus, enfin d'un château, et on va descendre les étages, etc. Encore une fois, c'est extrêmement commode pour représenter les choses et très très efficace. Tout le monde comprend cette coupe. Un autre jeu en élévation cette fois, c'est Sultania, où on doit construire un palais pour le sultan. C'est faire une façade, grosso modo. On a une image du truc et on doit empiler les éléments pour construire une façade cohérente. Le jeu dont on va parler aujourd'hui et dont vous allez faire une petite proto-customisation, c'est LuniQuest. Est-ce que tout le monde connaît LuniQuest ? Alors, LuniQuest, c'est un jeu très grand public, c'est un jeu de dessin qui se compose comme ça. On a un niveau qu'on voit là, qui ressemble souvent à un niveau de jeu vidéo, et il est posé au milieu de la table. On a tous des transparents qui font exactement la même taille, des carrés, et on va dessiner avec un feutre sur le transparent. Vous êtes informés. On va dessiner sur le transparent. Dans celui-là, on part du coin gauche, on doit ramasser les pièces et arriver au coin droit sur le transparent. Donc on n'a pas d'information. Et ensuite, on le superpose au niveau et on voit ce que notre trait donne. Est-ce qu'on a eu des pièces ? Est-ce qu'on est rentré dans les murs ? Est-ce qu'on a touché des ennemis ? C'est une façon de jouer qui est proche du jeu vidéo, mais avec un crayon. Du coup, en l'occurrence, c'est une coupe. On peut travailler en plan. Il y a des niveaux en perspective. Et il y a pas mal de gens qui ont fait des niveaux, pas mal non, pas tant que ça, qui ont fait des niveaux perso de LuniQuest. Le grand, c'est le mien, c'est une extension sur le thème d'Okami. C'est un jeu où, dans le Japon médiéval, on est un loup divinité. Et du coup, j'ai fait 5 niveaux qui sont en plan, en coupe et en perspective. Celui en bas à droite, c'est le premier qui a été fait. C'est une extension Rayman. Tout le monde connaît Rayman ? C'est un jeu vidéo en 2D. Donc les jeux vidéo en 2D se prêtent particulièrement bien à une transcription en jeu de société LuniQuest. Ensuite, il y a Mario. Il y a plein de niveaux de Mario qui ont été faits, qui sont assez marrants à faire. Voilà. Donc LuniQuest, est-ce que tout le monde a compris un peu le principe ? C'est très très simple. Vous allez du coup dessiner un niveau du jeu. On va sortir de l'univers tout mignon des personnages cartoon et on va appliquer le thème du salon qui est l'horreur victorienne. Donc pour ça, on vous a donné un tout petit peu de matériel. On va parler encore 5-10 minutes sur les références que ça peut vous donner. C'est assez compliqué avec ça, mais on pourra repasser les diapos si vous voulez et on vous aidera. D'abord, l'horreur victorienne, c'est quoi ? C'est une époque, l'ère victorienne en Angleterre. Et l'horreur, vous savez tout ce que c'est. Donc, concernant l'horreur, on va vous laisser libre de choisir votre thème et votre façon de jouer. Donc si vous faites un truc sur les vampires, sur Sherlock Holmes, etc., c'est à vous de décider, il suffira de l'indiquer. Par contre, on va essayer d'appliquer tous ensemble le thème de l'ère victorienne. Donc on vous a présenté quelques maisons et surtout une palette de couleurs. Donc les maisons, elles sont composées de pas mal d'éléments assez complexes
Et comme je vais vous le montrer après, l'ère victorienne, c'est une époque assez compliquée et assez fourre-tout. Mais là, on a un camailleux de couleurs qui peut vous aider un petit peu sur l'ambiance. On aperçoit les maisons, je vous les montrerai peut-être tout à l'heure à nouveau. C'est aussi une grande époque de serres, où ils se sont mis à faire du métal et à faire des grandes serres en verre. Donc typiquement, la serre, le Crystal Palace à Londres, on peut aussi parler de la serre au Parc de la Tête d'Or, c'est pas l'ère victorienne, mais c'est typiquement ce genre d'architecture. Tu peux prendre un micro, Annelise. C'est petit, hein. Là, on a quelques dessins. On a un plan, une coupe et une élévation, une perspective de maison victorienne avec tout plein d'éléments d'architecture qui sont très spécifiques. Et alors là, vous ne pourrez pas les voir en détail, mais ce que ça symbolise, c'est que c'est une époque où les choses sont assez complexes. Pour une raison simple, c'est qu'on s'inspire de tout un tas de courants du passé qu'on essaie de revisiter. Et la mode est à la fioriture et l'exotisme. Du coup, on a beaucoup d'éléments. Hop. Bon, je vous ai mis des photos de maison, on les reverra plus tard. Voilà, parmi les styles, ce que je disais, c'était que c'est exotique et qui revisitait tout ce qui s'était fait. Donc la Grèce antique, l'Italie antique, donc les Grecs, donc le néoclassicisme. Tout ça, ils reprennent l'architecture antique et ils recollent ça dans leur époque. Néo-gothique, encore une fois, parce que gothique c'est pas bien vu à ce moment-là, mais ils reprennent quand même. Néo-renaissance, c'est pareil, les styles italianisants, le néo-roman. Donc vous voyez, c'est un melting pot de un peu tout ce qui a pu se faire avant, qui est un peu exotique et qui fait un peu cossu, quoi. Hein. Ils n'ont pas copié des huttes. Encore une fois, je vais vous parler de couleurs parce que quand on veut parler d'horreur victorienne, c'est avant tout une ambiance de couleurs. Et si vous n'allez pas avoir le temps de tout colorier aujourd'hui, au moins, je vous ai mis des cases couleurs où vous pourrez marquer les dominantes de votre illustration. J'ai fait une petite compilation de pochettes, de couvertures de BD de cet univers. Vous retrouvez les couleurs qu'on a vues sur les maisons. Donc c'est des couleurs très désaturées, du orange, du vert. Ça va pour tout le monde désaturé ? C'est terne, très terne. En plus, j'ai classé les choses. On a presque toujours du orange, du jaune, du vert, un peu de bleu. Hop, pareil sur les tapisseries d'époque. Les tapisseries à motifs floraux quasi exclusivement. On est vraiment dans ce qu'on pourrait dire un peu kitsch. Hein. Il kiffait les fleurs. Voilà. Pareil, les codes couleurs, on revoit toujours ces couleurs très très désaturées, ces mêmes assemblages. Donc si vous voulez évoquer cet univers, déjà ce code couleur, il est super important. On refait cette salle-là, on refait la scène qu'on voit entre nous, on met ces couleurs-là, on se dit oh là là, ça y est, il y a une ambiance. Un petit grain, etc. Voilà. Je vais rester là-dessus. On va vous lancer sur on va vous proposer un petit exercice avant ça. Histoire de décomplexer tout le monde avec le dessin, on va commencer par quelque chose de très simple. On va passer 10 à 15 minutes maximum dessus. Vous allez faire un niveau de Looney Quest dans l'univers de Sherlock Holmes. Le pitch est simple. Sherlock Holmes arrive dans une bâtisse, on va dire de forme carrée. Si elle n'est pas complète, c'est pas très grave. Vous allez dessiner un plan de maison, donc avec une entrée, un salon, ce que vous imaginez dans cette maison. Vous pouvez même suggérer un escalier qui monte ou qui descend, peu importe. Et vous allez marquer des points d'intérêt. Ces points d'intérêt, on va imaginer que dans notre version de Looney Quest, ce sera des indices à récupérer. Et donc, vous marquez une porte d'entrée qui sera le point de départ, des points d'intérêt. Vous pouvez dessiner des petits logos ou des petits objets. Et avec le stylo, le but du jeu, ce sera de relier les points d'intérêt et de rallier soit la sortie, soit l'escalier pour, pourquoi pas, explorer un étage supérieur. Donc là, c'est simple. Vous allez faire un plan. Donc un plan, c'est très très simple. Vous allez commencer par les murs. Vous pouvez considérer que les murs extérieurs, vous n'êtes pas obligé, ce sont les bords de l'image. Et un mur en plan, c'est deux traits. Un trait pour un côté du mur, un trait pour l'autre côté du mur. On ne verra pas la nature du mur. Donc s'il y a un tableau accroché sur ce mur, on ne verra pas le tableau. On verra éventuellement un rectangle collé au mur, très très fin, qui est la vue du dessus du tableau. Donc dans votre plan, il va falloir mettre éventuellement des objets sur des meubles qu'on verra. Donc par exemple, si l'indice c'est un tableau, le plan ne sera pas pertinent. Donc dans votre niveau, si vous poursuivez votre version de Looney Quest Sherlock Holmes, c'est que vous voulez montrer
un tableau dans lequel il y aurait un indice, il faudra passer en un autre mode de représentation, pourquoi pas la coupe, dans lequel on verra les choses en élévation. Mais on perdra la notion de plan et la profondeur des choses. Donc c'est deux façons très très simples de dessiner. Vous allez pouvoir commencer, on est là pour vous aider. Je vous conseille de commencer par l'entrée, vous dites voilà, l'entrée est le point de départ du joueur, c'est ça. Vous faites une porte c'est un rectangle, elle est toujours dessinée ouverte avec un arc de cercle. Et de là, vous commencez par l'entrée, le salon, et vous placez vos choses. Je vais poser le micro, on va passer entre vous pour vous filer un coup de main. On y passe 10 à 15 minutes. Donc ne dessinez pas le motif du tapis et de la moquette, vous n'aurez pas le temps. C'est juste pour que vous jetiez un premier plan et que vous maîtrisiez en 10 minutes le premier outil. Allez, c'est parti.
Ok, vous êtes, je pense, tous entre 70 et 90% d'achèvement de votre dessin en noir et blanc. Là, c'était juste pour voir si tout le monde avait bien compris le principe. Vous pouvez continuer à finir ce que vous avez commencé. Et maintenant, j'aimerais que chacun propose de façon personnelle ou en petit groupe une proposition originale de gameplay et d'univers. Donc vous n'êtes pas contraint au plan. Je vous conseille de rester entre le plan, la coupe et l'élévation, donc des projections orthogonales. Mais par contre, là, j'aimerais que grâce à ce dessin qui sera très simple à faire, vous instilliez une idée de gameplay. Voilà. Là, je vous l'ai offerte, elle est simple, il faut ramasser des indices dans une pièce en plan. Par rapport à notre thème, on peut en trouver plein d'autres. Donc je vais vous laisser nous faire une ou plusieurs propositions sur les feuilles que vous avez. Une fois qu'elle est dessinée, vous avez une place pour marquer la règle du jeu. Par exemple, là on a fait un trait qui relie des points d'intérêt. Il y a plusieurs façons de jouer à l'UniQuest. L'une des autres façons, c'est de faire des points précis. C'est encore une autre difficulté. Il y a aussi entourer des choses. On peut en imaginer plein. Mais déjà avec ces trois trucs-là, on peut faire des tas de choses. Donc je vais vous laisser proposer un univers et un gameplay original sur l'une des planches, en notant l'objectif dans la petite partie règles. Et en fonction de votre avancement et de vos envies, on vous a amené de la peinture aquarelle et des crayons de couleur aquarellables avec des pinceaux à réservoir d'eau. Si vous voulez marquer la charte graphique de votre niveau, c'est-à-dire de dire moi l'ambiance c'est bleu, orange, machin, etc., vous pouvez mettre ces peintures dans les cases. Je vous déconseille de mettre sur votre niveau parce que vous allez le pourrir et le papier n'est pas fait pour ça. Mais déjà de marquer ça, on peut imaginer que dans une suite de production, vous fournissez ce prototype à un illustrateur et vous lui dites voilà, tu me refais ça au propre, s'il te plaît. Et tu mets ces couleurs-là pour l'univers. Je veux que la charte graphique ce soit ça, et pourquoi pas marquer des pourcentages. Mon bleu en première case, je veux que ce soit 70%. Mon orange sur la deuxième case, je veux que ce soit 3%. C'est vraiment les points d'intérêt. Donc c'est une façon de communiquer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les couleurs, c'est une façon de faire les choses. Je vous recommanderais, pour qu'on essaie de rester dans le thème, de vous inspirer des couleurs qu'on a pu citer, voilà, ici. Des couleurs plutôt désaturées. On va éviter les roses fluo, les verts trop joyeux, etc. Pourquoi pas le vert un peu funky, ça peut être bien si on fait une scène de jour, pourquoi pas. Voilà. Donc, votre premier objectif, décidez du gameplay. Quel est mon objectif? Est-ce que je dois toucher des cibles? Est-ce que je dois relier des points? Est-ce que je dois entourer des choses? Est-ce que j'ai d'autres idées? La deuxième chose, c'est de se dire comment je vais représenter ça en plan, en coupe. Ensuite, est-ce que c'est un extérieur, un intérieur? Est-ce que j'ai besoin de dessiner des personnages? Est-ce qu'il y a des obstacles? Si oui, lesquels? Et voilà. Je vous laisse commencer. Si vous avez besoin d'aide, et si vous savez... Alors, il y a des gens qui sont perdus quand on leur dit faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez faire la suite de votre niveau Sherlock Holmes. Mais proposez une idée de gameplay originale. Par exemple... je ne vais pas tout vous dire. Débrouillez-vous. Allez, c'est parti. On a le temps jusqu'à la fin de la conférence. On se gardera 10 minutes à la fin pour tester vos niveaux et faire un petit retour de ce que vous avez fait. OK? Eh bien, allez, c'est parti. N'hésitez pas.
il y a un truc dont on n'a pas parlé par rapport à l'horreur victorienne et par rapport au Londres victorien, c'est l'hygiène. En fait, j'avais fait un petit... J'ai pas fait de diapo, mais j'avais prévu d'en parler en parlant de la ville de Londres de cette époque-là. On est dans une grande période de transition où on passe d'une population, je crois, on va dire de 500 000 habitants à 6 millions. Donc ça se construit très très vite, c'est extrêmement pauvre, c'est l'industrialisation. Au début, il n'y avait pas d'électricité. Au début, en 1800, et les brouettes, il n'y a pas d'électricité, c'était lumière au gaz, et pas encore au début du siècle. Et on a une énorme évolution, un agrandissement de la ville qui est énorme, une immigration d'Irlandais et de Juifs gigantesque. Les Irlandais vivent sur les docks, les Juifs tiennent beaucoup de magasins de tailleurs, et une hygiène dans Londres horrible, avec une année en plein milieu de 1800 qu'ils appellent l'été de la puanteur ou un truc comme ça. Hein, c'est ça, hein, la grande puanteur. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une ambiance hygiène -6. J'y pense parce qu'elle dessinait des mouches. Et donc, dans l'horreur victorienne, souvent, ça se passe dans les quartiers un peu sombres, extrêmement populaires, voire les docks, etc. Et donc, ce qui fait partie de cette ambiance-là, c'est aussi tout ce qui est moisissure, coulure, cadavres, symbole de saleté, quoi. Donc, si vous voulez faire un endroit glauque de l'horreur victorienne, il est important, et c'est le détail qui va rajouter un petit peu la vie à votre dessin, c'est l'hygiène, les traces de la vie, quoi, grosso modo. Donc pensez-y, soit vous êtes dans une maison bourgeoise, et c'est overclean, avec des fleurs, soit vous êtes dans les docks, et c'est hyper sale, avec des constructions en bois, des incendies assez réguliers, et une hygiène déplorable. Et un état de décomposition avancée. On va pas dire ça. Mais pensez-y, si vous voulez rendre un endroit glauque, c'est important que ce moment-là à Londres, au tout début de 1800, il n'y a pas non plus d'égouts. À partir du moment où ils commencent à faire les égouts, l'hygiène s'améliore d'une façon incroyable. Au début, il n'y a pas d'égouts, donc je vous laisse imaginer. Il n'y a pas d'égouts, il n'y a pas de WC. Les toilettes publiques apparaissent courant de l'ère victorienne, à la fin. Donc ça veut dire pipi contre les murs, caca par terre. Hein. Donc voilà, pensez-y, c'est crado, sauf chez les riches. Plus les chevaux. Et oui, on n'en a pas parlé. Il y avait un tramway hippomobile à Londres à ce moment-là. Des bus hippomobiles, donc tirés par des hippopotames. Non, c'est pas ça. Donc énormément de chevaux, donc pareil, du caca par terre à gogo. Faites-vous plaisir. Des mouches. Dédicace.
On va se laisser 2 minutes pour finaliser et pour présenter chacun vos jeux. On va tous se réunir autour d'une table pour présenter chacun vos idées. Finalisez pendant 2 minutes et on met en commun. On va tous se rapprocher de cette table-là pour présenter vos trucs. N'hésitez pas à noter votre nom sur le petit cartouche. Alors, on va pas vous expliquer le concept du cartouche, mais la petite zone avec le nom, le numéro, le nom du dessinateur, pourquoi est le plan, etc. Ça s'appelle un cartouche. C'est indispensable dans tout ce qu'on fait comme pièce dessinée. C'est ça. Pour situer où vont les projets, à quel moment, etc. Et c'est assez cool, notamment si vous faites plusieurs niveaux, de savoir quand vous les avez faits, quelle version c'est, etc. On se réunit tous là, on va enlever la peinture.